Eh bien, bonjour tout le monde. Et donc, on continue nos débats et nos tables rondes dans Constock avec donc cette question sur les orthos sur les réseaux sociaux, jusqu'où on peut aller, ou les médecins sur les réseaux sociaux, jusqu'où on peut aller, parce que les orthos sont donc des médecins, jeune homme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, à quel point mon compte est privé, pas privé, à quel point il faut que j'anonymise les données des patients quand je les publie sur un réseau social. Si je veux publier une opération dont je suis très fier, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, comment on agit, comment on fait. Et donc, pour discuter de ça avec nous cet après-midi, nous avons donc Valérie Cordonnier, qui est donc juriste en droit des assurances, chef de produit, responsabilité professionnelle et protection juridique à la MACSF, et qui est donc spécialiste de la e-réputation. Tout à fait, merci. Nous avons Patrick Sergent, qui est avocat au barreau de Paris, et principalement dans le droit des médias et la propriété intellectuelle et numérique. Bonjour maître. Et nous avons donc le docteur Jimmy Pêcheur, récemment thésé, il en est très content, nous aussi, et donc interne en orthopédie et traumatologie au CHU de Nantes, et représentant du CJO, dont il gère les réseaux sociaux. Voilà. Et donc nous allons commencer par une première question pour vous, Valérie, qui va être de dire, mais donc, que peut faire un médecin sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Et quelles sont les bêtises qu'il fait le plus souvent? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme dans la vraie vie. On n'a pas le droit de tout faire et n'importe comment. Souvent, on nous oppose la liberté d'expression, là, comme ça. Voilà. Souvent, on nous oppose la liberté d'expression. Donc oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression, elle existe. C'est un droit, mais comme toujours en droit français, elle est équilibrée par un certain nombre de limites. Alors, il y a des limites qui sont spécifiques à certains statuts. Par exemple, quand on bosse à l'hôpital, quand on fait partie de la fonction publique, on a une obligation de réserve, par exemple. Voilà. Et puis, quand on est salarié, on est tenu par une obligation de loyauté qui fait qu'on ne doit pas nuire à son employeur. Donc, on ne raconte pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux à propos de son employeur. Voilà. On doit faire attention. Mais plus largement, et je pense que c'est surtout ça que vont développer Jimmy et Maître Sergent, c'est le respect du droit à l'image et de la vie privée, le secret professionnel, effectivement. Ces obligations-là, elles sont applicables dans la vie courante et elles s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, on ne doit pas non plus porter atteinte à la réputation des uns et des autres. Les médecins, ils sont en plus tenus par une obligation de confraternalité. Alors quand on voit parfois certains forums sur Internet, c'est pas flagrant, cette confraternalité, on peut se le dire. Voilà. Mais pour autant, les règles sont les mêmes. Et est-ce que vous, qui êtes donc être une assureur de médecins, est-ce que vous avez beaucoup de cas de médecins qui viennent chaque année vous dire qu'ils ont un problème parce que de réputation? Est-ce qu'ils ont un problème parce qu'ils ont publié quelque chose qu'ils n'auraient pas dû et qu'ils s'en veulent? Enfin. Alors sur les publications en tant que telles, pas tant que ça, parce que finalement sur la quantité de médecins qu'on peut assurer, ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas des milliers et des cents quand même. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, voilà. Pour le moment, je pense qu'ils sont quand même assez vigilants, ils sont sensibilisés sur ce qu'ils peuvent faire ou pas. Voilà. Nous, effectivement, notre vrai sujet, on en parlera peut-être à la fin, c'est l'irréputation des médecins, c'est-à-dire quand les réseaux sociaux ils en subissent aussi les conséquences. Et dans ce cas-là, effectivement, on est là pour les soutenir. Et donc, vous, Jimmy Pêcheur, est-ce que vous avez déjà publié une photo d'une opération, je sais pas, quelque chose dont vous êtes très fier, ou une radio d'un patient, et du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour la rendre juridiquement possible? Justement, je le fais pas, et je suis très tenté de le faire. Et tout l'intérêt de ce moment, parce que il y a effectivement ce côté satisfaisant parfois de publier, comme ça se fait de plus en plus, et ça va se faire à mon avis de plus en plus, des radiographies ou des images inhabituelles, incroyables, qu'on veut partager finalement. Alors on veut partager avec une sphère médicale qui est habituée, mais aussi avec les réseaux sociaux, on peut partager avec une sphère qui est non médicale et non habituée, qui peut être soit choquée, ou soit effectivement on peut avoir peut-être des problèmes judiciaires. Et donc je ne l'ai pas encore fait, mais je suis tenté. Et puis il y a toujours cette question d'anonymat, où est-ce qu'on met la limite de l'anonymat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et qu'est-ce qui est fait actuellement en excès finalement, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, ça va être de plus en plus utilisé, les réseaux sociaux. Et on le voit, alors je crois que c'est les chirurgiens plasticiens qui ont vraiment commencé le fameux avant-après chirurgie,
Et qui ont déjà été condamnés d'ailleurs. Exactement, c'est bon. Ouais. Et nous, il va falloir qu'on prenne les devants pour pas soit refaire la même bêtise ou au moins cadrer notre discipline. Alors du coup, maître, comment il pourrait rendre une photo d'une opération inattaquable? Écoutez, en la matière, rien en réalité n'est inattaquable. Tout est affaire d'espèce. J'observe quand même qu'en la matière, les règles en matière de communication pour les médecins sont un peu assouplies. On était avant dans un régime d'interdiction comme beaucoup de professions réglementées. Là aujourd'hui on a un décret qui date de la fin décembre 2020 qui est venu davantage assouplir les conditions de communication des médecins tant en ce qui concerne leur propre parcours que les actes qu'ils peuvent mettre en avant. Et tout ça est réglementé par une nouvelle disposition du Code de la santé publique et qui renvoie à des recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc effectivement les photographies avant-après, la promotion, les avis de patients très heureux d'avoir été pris en charge par tel ou tel médecin, tout ça est parfaitement interdit encore. De même que toutes les actions également de référencement payant, d'achat de mots-clés Google, également les hashtags, tout ça est également proscrit parce que, encore une fois, tout ça relève de la déontologie des médecins. Sur le thème, les orthos sur les réseaux sociaux, jusqu'où aller? Nous y sommes. L'espace, l'homme en stock, en hall, massif. Mais du coup, si je mets une photo, si je publie une photo, si j'anonymise tout, c'est-à-dire je mets pas le nom, pas l'âge, pas le lieu, que je mets juste le cas médical de la personne, est-ce que si la personne se reconnaît, elle peut quand même dire atteinte à la vie privée ou est-ce que on peut plutôt dire je fais de la publicité parce que ça veut dire que je suis un super chirurgien et mieux que les autres? C'est quoi, sur quel côté on va être attaqué et quel est le pire en fait? La question est simplement de savoir est-ce que oui ou non il y a une possibilité d'identification du patient, du lieu, des conditions dans lesquelles la photographie a été prise. Si et également, c'est le premier point, et deuxièmement la visée, le but recherché par le médecin. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un but scientifique, d'un but de partage sur son site, sur le type d'opération qu'il fait, mais sans faire la promotion commerciale, ou est-ce qu'au contraire c'est dans une visée beaucoup plus discutable qui là pour le coup pourra lui valoir également, outre éventuellement des poursuites de la part du patient qui sera connu, mais également des poursuites de la part du Conseil de l'ordre. Dans les affaires un petit peu graveleuses il y en a une en cours là sur un chirurgien ortho qui avait mis aux enchères. Oui, les photos du Bataclan. Ouais. Et donc le procès a eu lieu fin septembre, la décision est attendue pour la fin de l'année. Et là, on se dit qu'effectivement, mettre aux enchères une radiographie avec un clou disant que c'est une œuvre d'art... oui, mais là, ça allait au-delà justement de l'atteinte à la vie privée ou c'est vraiment, je veux gagner de l'argent avec quelque chose de scabreux. Et puis, on est dans une situation... exceptionnel, et même lui, pour ne pas citer la situation, l'a reconnu a posteriori. Par contre, ces situations de avant-après, etc., sont des situations qui sont ultra fréquentes, malgré effectivement l'interdiction. Elles sont présentes sur les réseaux, moi je les vois, je ne le fais pas, mais elles sont présentes, et il y a cette subtilité qui est un peu délicate entre la publicité et la communication scientifique, parce que, je prends l'exemple d'une main, réimplanter 4 doigts sur une main, le avant est impressionnant, le après l'est tout autant. Est-ce qu'on est dans la communication pour transmettre l'information que oui, on peut sur une nuit réimplanter 4 doigts et voilà, ou est-ce qu'on est en train de dire je suis un bon chirurgien, j'ai implanté les 4 doigts? Et en fait, c'est très subjectif. Et donc, oui, mais il y a aussi le côté vie privée, parce que la personne qui a perdu ses 4 doigts peut se dire on me reconnaît tout de suite parce que c'est rare. Bien sûr. Donc ma grand-mère sait que c'est moi, mon cousin, et c'est la question de l'anonymat. C'est la question de l'anonymat parce que finalement il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date. Il y a juste une photo, mais le problème c'est que 4 doigts, il y a peu de personnes qui se sont coupées 4 doigts au moins dans un temps précis. Et donc effectivement l'anonymat il est pour qui? Il est pour ceux autour ou il est pour le patient qui peut se reconnaître? Parce que chaque patient se connaît très bien finalement. Si même une radiographie, sans parler d'une photo, une radiographie, ça vaut une fracture très basique. Si on donne la radiographie au patient, il dit mais c'est exactement la même. Est-ce qu'on sort de l'anonymat du coup? Et alors concrètement vous faites quoi? Vous publiez rien?
Bah, c'est la question. Du coup, si on Mais arrive alors, à cette pour l'instant, situation, vous avez fait quoi? Moi, tout ce que j'ai publié en termes de radiographie, c'est des stories, donc quelque chose qui est très Éphémère. transitoire et éphémère dans le temps, pour diminuer le risque. Et puis, je le faisais en privé, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose sur un réseau à secteur fermé, mais alors privé, public, sur les réseaux sociaux, on sait ce que ça vaut, une capture d'écran, etc. Ça va très vite, hein, donc justement, c'est toujours la question du est-ce qu'on est dans l'illégalité ou pas, et en plus c'est très subjectif toujours, donc il y a toujours ce flou un peu anxiogène, je dirais pas ce que là, mais en tout cas c'est un flou qui interpelle beaucoup de jeunes chirurgiens parce que c'est comme dans l'air du temps. Et du coup, maître, est-ce que vous avez déjà eu, vous, à plaider, soit en tant que plaignant alors, contre un médecin, soit pour protéger un médecin qui a été attaqué parce qu'il avait publié quelque chose de scabreux, enfin de scabreux, non pas de scabreux, mais de contraire à la loi, quoi. Écoutez, j'ai vu beaucoup de cas de médecins qui ont eu des affaires judiciaires. C'est pas tant sur ces sujets-là que c'est des problèmes de liberté d'expression, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller en tant que médecin, en tant que sachant, dans les médias. Et la crise du Covid, effectivement, a mis en lumière toute cette profession-là qui a eu plateau ouvert sur les chaînes d'infos en continu, hein, et parfois dans des conditions qui étaient quand même parfois un peu limite en ce qui concerne des prises de parole très fortes. Donc c'est plutôt sur des sujets de liberté d'expression, pas tant sur des problématiques médicales comme c'est soulevé de l'autre, effectivement. Parce que là, moi, j'ai 3 cas qu'on a repérés, qui étaient donc alors là, c'est l'ordre qui avait prononcé en 2016 un blâme à l'encontre d'un médecin esthétique parce qu'il vantait sur son site sa méthode de cool sculpting. Donc là, c'est vrai que c'était clairement de la publicité. Et il y a un autre médecin qui avait été condamné à 2 ans de suspension d'exercice, dont un ferme, car lui, il renvoyait ses patients vers un site payant de conseils nutritionnistes. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le fait que les médecins ne peuvent pas promouvoir d'une manière pas déclarée réellement un objet ou une prothèse, voilà, c'est quelque chose d'assez toujours compliqué. Et du coup, parce que quand vous utilisez un matériel, par exemple, si vous le nommez, ça peut être considéré comme de la publicité. Oui, et il faut s'en prémunir, et en même temps, je trouve qu'il ne faut pas non plus le diaboliser aussi, parce que c'est un moyen de communication récent et qui peut être très néfaste, mais c'est aussi un très bon moyen pour communiquer. Par publicité, effectivement, peut-être, mais aussi pour communiquer sur des nouvelles techniques, etc. Et je trouve ça relativement intéressant parfois d'avoir accès à des informations rapides. Alors, c'est le problème des informations rapides, elles ne sont pas toujours vérifiées et vérifiables, mais jusqu'à présent, et de manière assez classique, en chirurgie et dans les autres disciplines médicales et chirurgicales, ce qui faisait foi, c'était la science, c'est des articles scientifiques avec le nom, un des noms reconnus, et il y avait beaucoup de chirurgiens qui étaient reconnus à l'échelle nationale ou internationale grâce à leur papier. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on change d'air. Alors évidemment, et fort heureusement, il y a encore des papiers scientifiques qui prouvent que la technique ou l'implant ou la prothèse est la meilleure, mais on est aussi dans une version où il n'y a plus besoin de ça, il suffit d'avoir un compte LinkedIn, Instagram ou j'en passe, de faire plusieurs publications sur une technique et d'être reconnu en France comme le référent de cette technique-là. Est-ce qu'il faut le critiquer? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Par contre, est-ce que... c'est très délicat comme situation parce qu'on est biaisé, enfin c'est des biais qui sont autres que dans la science, dans les papiers, quoi. C'est de la communication, du coup on revient vers la publicité, quoi. Le vrai point de bascule, c'est au moment où on tombe dans l'activité commerciale. C'est-à-dire le service, oui, et dès que l'activité effectivement est mise en avant au profit justement d'un profit, eh bien la bascule se fait. Mais alors ça dépend à qui est destiné du coup le compte, parce que là on est un peu dans 2 situations différentes. Il y a très peu de comptes de chirurgiens, je pense, malgré le fait que les patients sont beaucoup sur les réseaux, il y a très peu de patients qui vont suivre docteur Intel ou docteur Intel pour une technique. En revanche, il y a beaucoup de soignants qui se suivent entre eux, et du coup il y a des renommées de médecins, non pas destinés à avoir un profit personnel financier, mais un profit de visibilité dans la technique de référence. Est-ce que ça c'est condamnable, c'est déontologique, parce que ça reste de la publicité en défaveur d'un autre chirurgien théoriquement? Oui, tant qu'on n'est pas effectivement dans la promotion de ses services en disant qu'il fait des opérations à des prix défiant toute concurrence et qu'il ne met pas en avant son site internet pour inciter les gens à venir le consulter, tant que le discours reste un discours scientifique
d'information, de communication sur sa pratique, en disant qu'il a fait des choses extraordinaires, pour moi, il n'y a aucun sujet. À partir du moment où il le fait à destination du public pour qu'on aille le voir et pour promouvoir ses services de manière extrêmement forte, c'est là que la bascule se fait. Et la bascule, c'est la bascule, encore une fois, commerciale versus service sur les réseaux, mais comme sur son site internet. Oui, mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours quand même cette notion de personal branding et de se dire maintenant, j'essaye d'avoir le plus de followers et j'essaye d'être le chirurgien le plus réputé du moment ou celui dont la vie va être plus écoutée qu'un autre. Et alors, du coup, c'est sûr que de faire le distinguo entre je fais de la publicité pour moi-même, mais pas mon activité commerciale, ça reste assez complexe. Hein, les réseaux sociaux c'est l'exposition du moi. Alors que les professions réglementées, par définition, doivent cultiver le retrait, la modération, la prise de distance, des informations extrêmement objectives. Donc c'est là effectivement où les choses peuvent être un peu en conflit. Encore une fois, la communication peut se faire parfaitement sur les réseaux sociaux et même de manière abondante à partir du moment où il s'agit d'informations auprès du public et le médecin est parfaitement en droit de communiquer comme il l'entend. Alors, vous avez combien de followers sur Insta ou sur LinkedIn ? Je ne sais plus. Mais est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Non. Ça l'a été un moment, toujours dans cette quête d'avoir le plus, mais en fait, au final, pourquoi ? Puis en plus, parfois, ça engendre des soucis, parce que plus on est exposé, plus on a des risques. Hein. Globalement, plus on est vu, et plus chaque phrase, et surtout notamment avec Twitter, où les réseaux sont de plus en plus violents, chaque phrase est exploitée. Et puis on l'a vu, on parlait tout à l'heure de liberté d'expression. C'est très délicat la liberté d'expression en tant que personne et parfois on est rattaché au CHU ou à la structure où on est ou à la personne, au titre de docteur et il y a eu pas mal de campagnes à juste titre ou non mais anti-médecins et quand il y avait un médecin qui faisait une déclaration un peu border et on invectivait le CHU dans lequel il était pour dire il a plus le droit d'être dans le CHU, virez-le, etc. Et donc la liberté d'expression elle est assez fragile aussi. Tout ça c'est une question de limite qui semble très floue. Mais c'est juridique, de toute façon il n'y a pas de règles très strictes, c'est au cas par cas j'ai envie de dire. Mais justement en parlant de la violence des réseaux sociaux, on va justement passer quand le médecin subit cette violence des réseaux sociaux parce que ça peut arriver aussi et que justement Valérie Cordonnier est assez experte dans ces questions de e-réputation où finalement en 3 avis Google, un médecin peut se retrouver avec une étoile ou 0 et dire qu'il a infect ou qu'il a raté la range de grand-mère quoi. Et donc que peuvent-ils faire ? Alors ces avis sur les fiches Google, c'est un vrai sujet d'actualité et qui est très sensible chez les médecins. C'est vrai que donc tout le monde met des avis. Ça peut être des patients, ça peut être des trolls, des gens que parfois le praticien n'a jamais vus. C'est vrai qu'être noté comme on peut noter un hôtel ou un restaurant, souvent c'est quand même pas très très bien vécu. Et puis effectivement, le patient, il n'est pas toujours le plus à même d'apprécier la qualité de la prestation médicale en tant que telle. Ces avis, ils sont surtout, ils vont être sur l'accueil, sur le temps d'attente téléphonique, sur l'amabilité de la secrétaire. Voilà. Donc c'est sûr que du coup, on va se retrouver avec une fiche pas très bonne, alors que finalement, dans la relation patient-soignant, ça se passe plutôt bien. Le conseil qu'on peut donner à chaque fois, en tout cas, quand on est face à ces fiches-là, c'est en tout cas jamais de réagir à chaud. Voilà, la colère, elle est toujours mauvaise conseillère, que ce soit dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc surtout, on ne réagit pas à chaud. Il faut essayer d'apprécier effectivement l'impact de cet avis, qui l'a posé, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Faut distinguer ce qui est de la critique et je sais que je suis pas très populaire quand je le dis mais je pense que cette situation avec les avis Google de toute façon il va falloir s'y faire. Voilà, il n'y a pas grand chose à y faire, Google ne reviendra pas en arrière et la critique elle existe, elle est j'allais dire légitime, en tout cas elle est légale. Voilà, tant qu'on n'excède pas la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. On a le droit de dire qu'on n'est pas content. Voilà. Les limites, effectivement, c'est l'injure et la diffamation. Là, c'est des choses totalement différentes. Mais encore une fois, même pour l'injure et pour la diffamation, qui ont donc des définitions très précises, c'est pas facile parce que pour agir en justice, le délai est très court. Il est de 3 mois.
Et les médecins, ils ne sont pas toujours sur leur fiche Google tout le temps à regarder s'ils ont eu un avis et ce qui concerne. Voilà. Donc c'est pas facile d'agir en justice. Et puis, alors évidemment, Google permet, si vraiment l'avis il est vraiment outrancier, c'est-à-dire pour tout ce qui est vraiment injure à caractère racial, l'incitation à la violence, etc. Là oui, effectivement, Google va supprimer l'avis. Sinon, non. Et alors on vient nous voir souvent en disant est-ce que vous pouvez demander la suppression de cet avis-là ? Donc supprimer un avis, nous, on ne peut pas. En revanche, on peut aider les praticiens et on les incite quand même, s'ils veulent répondre, ce qui n'est pas toujours la meilleure solution, hein, parce que parfois c'est bien de laisser couler. S'ils veulent répondre, c'est de prendre contact avec un juriste, donc éventuellement avec leur assurance de protection juridique ou avec un avocat, et on va leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ? Alors, ils peuvent effectivement répondre. Alors, ce qu'ils ont le droit de faire, effectivement, c'est éventuellement répondre, ça c'est possible. Ne jamais répondre sur le fond. C'est-à-dire que même si le patient, il a expliqué sa pathologie et dit qu'il n'a pas été bien soigné pour ceci ou cela, ne jamais rentrer sur le fond. Dans ce cas-là, il vaut mieux lui dire j'entends que vous n'êtes pas satisfait, revenez me voir. Voilà. Et parce que si on commente sinon c'est la violation du secret. Voilà, c'est ça. Ah bah ouais. Mais si le patient a auto-violé son secret en parlant lui-même. Peu importe. Le médecin, il n'est pas libéré de son secret sous prétexte que le patient, il a commencé à dire quelque chose. Voilà. Si on répond, alors parfois, comme on est super vexé, on est tenté de faire un peu d'ironie ou de la menace, etc. Ce qu'il faut bien prendre en jeu dans les réseaux sociaux, c'est que en fait, l'avis qu'on va mettre sur cette fiche Google, il va rester longtemps et il sera lu par tout le monde. Donc en fait, quand on pense répondre aux patients Tartampion, en fait, on répond à tous les internautes qui vont regarder la fiche Google. Voilà. Et parfois, du coup, on peut paraître un petit peu caractériel, agressif et obtenir du coup un avis un peu contraire. C'est-à-dire que les internautes qui vont regarder la fiche, qui vont regarder les avis et la réponse, vont se dire oh là là, celui-là, il est un petit peu soupe au lait, moi j'y vais pas. Mais vous avez déjà eu des cas, vous, d'adhérents à votre assurance, médecins, qui, parce qu'ils étaient un peu soupe au lait, moi je ferais un peu ça, particulièrement, j'aurais commencé à répondre, et du coup se retrouvent à avoir empiré la situation parce qu'ils sont devenus un peu... Tout à fait. Alors parfois en plus, il y a de l'escalade. C'est-à-dire qu'en plus, quand on répond, il faut faire attention à ce qu'on répond. Il ne faut pas faire genre je me défausse alors que je suis en faute. Parce que notamment sur Google, ce n'est pas le cas. Sur tous les endroits, on peut mettre des avis, parce qu'on peut mettre des avis sur les pages jaunes aussi. Mais là, la situation est très différente. Mais sur Google, en fait, il peut y avoir un droit de réponse à la réponse. Voilà. Et alors là, on est dans le délire absolu. C'est-à-dire que ça peut devenir, je te réponds, tu me réponds, et là, ça devient effectivement très, très houleux. Voilà. Et alors nous, donc, face à cette situation un petit peu compliquée, depuis un certain nombre d'années, on a mis en place une garantie pour effectivement alerter aussi nos assurés sur le fait que faut vraiment qu'ils fassent attention quand ils répondent. Ils répondent pas n'importe comment. Et puis éventuellement, on peut obtenir la suppression de la fiche. Supprimer une fiche Google, ça peut être une solution. La difficulté, c'est qu'après, on perd en visibilité. Quand on n'existe plus sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué. Et est-ce que vous donnez aussi des conseils à vos adhérents sur comment gérer ces réseaux sociaux entre je suis médecin et je suis un jeune homme de 35 ans qui fait la fête et qui se saoule avec ses copains le samedi. Ça, évidemment, quand on met des photos comme ça, on leur dit de bien séparer vie privée, vie pro. Et comment on fait ? On prend des pseudos ? Comment on fait ? Déjà, a priori, on évite de poster des photos. Voilà. En privé. Souvent, on se met en privé, dans son compte privé. Mais c'est pareil, le problème des comptes privés, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est publié, c'est la magie des réseaux sociaux, on en perd le contrôle. C'est repris, c'est déformé, ça va être effectivement, même sur les stories, une capture d'écran, c'est possible. Et ça peut être repris plein de fois, et on en perd le contrôle. Et voilà, donc le conseil, c'est de ne pas prendre de photos, d'essayer de faire en sorte que ses proches ne prennent pas de photos non plus. Alors, sans que ce soit la soirée où on est pas très très respectable, mais ça peut être simplement parfois un médecin, il n'a pas forcément envie qu'on le voit au bord de la piscine en train de siroter un truc ou devant son barbecue avec sa famille. Voilà, donc c'est à la fois être soi-même prudent et puis aussi faire en sorte que ses proches le soient aussi. Donc il faut demander à ses neveux, à ses voisins de ne pas forcément publier les photos. Et est-ce que vous n'avez pas un service à la MSSF pour nettoyer le passé des gens ?
Parce que C'est très beau. oui, parce que Alors, donc non, mais effectivement, il y a des sociétés qui font ça, qui font du nettoyage, voilà, qui permettent effectivement d'enlever. Voilà, c'est des grosses, voilà, c'est pas une option que vous avez encore c'est des pour grosses les médecins. prestations. Non. Nous, on est vraiment sur l'irréputation parce qu'on nous avait remonté un certain nombre, de questions là-dessus et d'interrogations de sociétaires. On ouvre à peu près 700 dossiers par an. Et donc, mais 700 dossiers de conseil ou 700 dossiers de contentieux c'est 700 dossiers de praticiens qui nous appellent en disant j'ai des avis Google, c'est pas juste, c'est normal, enfin c'est pas juste, c'est pas normal, ça me plaît pas, voilà, c'est pas justifié, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc on les aide un petit peu à qualifier ce que c'est, est-ce que c'est de l'injure, est-ce que c'est de la critique, on les renseigne sur les informations, sur les moyens juridiques qui sont à leur disposition ou pas, voilà. Et puis après, nous, on a des prestations éventuellement techniques. Donc, s'ils veulent qu'on supprime la fiche, on peut supprimer la fiche. Et sinon, on peut les aider, je vous ai dit, à répondre à cet avis, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas derrière avec une plainte pour non-respect de la déontologie, du secret pro, etc. Parce que là, ce serait quand même ballot, à la fois d'avoir une mauvaise note sur sa fiche Google, et en plus d'être poursuivi pour violation du secret. Et donc, quels sont les moyens juridiques qu'on a? Est-ce qu'on en a d'ailleurs? Est-ce qu'on attaque Google? Est-ce qu'on attaque le patient? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour dire c'est de la diffamation, vous avez dit que j'étais nul, quoi? Oui, alors la question de l'irréputation des médecins, on l'a vu beaucoup en judiciaire, puisque ces histoires de Google My Business, des fiches Google My Business, sont apparues avec beaucoup de contentieux qui concernaient des médecins et particulièrement des dentistes. Donc c'est ce qu'on a constaté en jurisprudence. Vous avez mal. Vous plaignez d'avoir mal. Disons, je ne sais pas les raisons, mais on a vu beaucoup de contentieux. Et la question qui s'est posée d'abord avec en fait, on parle de réputation, mais en fait, on parle d'avis Google et on parle des fiches Google My Business. C'est la création ex nihilo d'une fiche créée par Google au titre de la fiche d'établissement, qui se métamorphose finalement en deux sections. D'abord les données d'identification du médecin et ensuite un espace collaboratif de gens qui viennent donner leur avis avec un système de notes. Avis malheureusement qui sont pas toujours identifiés puisque l'anonymat est possible dans ce type d'exercice. Et on s'est retrouvé finalement en justice avec des médecins qui voulaient voir supprimer, non pas les informations les concernant sur où on peut les trouver, mais des avis dénigrants, qu'ils estimaient dénigrants, diffamatoires, injurieux, que sais-je, et ils se heurtaient à un mur de la part de Google. Et la question était de savoir que peut-on faire avec tout cela. Alors aujourd'hui, la jurisprudence qu'on pensait à peu près stabilisée est aujourd'hui encore un peu flottante. La question s'est posée de savoir si tout ça était violé ou non le droit des données personnelles, puisque aujourd'hui la question c'est ça, c'est le droit des données perso, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire valoir un droit d'opposition, un droit d'effacement en disant je ne veux finalement plus voir ma fiche parce que à ma fiche sont accolés des amis dénigrants, j'ai une étoile, personne vient me voir et donc je veux voir supprimer ma fiche. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je ne veux plus voir cet espace contributif. Et aujourd'hui, jusqu'à ces derniers mois, on avait une décision des tribunaux qui était une décision négative, à savoir les informations concernant le médecin relèvent des annuaires. Les annuaires professionnels sont libres, Orange, Infobel, donc il n'y a pas de raison que Google soit empêché de mettre en avant ces données d'identification. Quant aux avis, eh bien, le médecin doit supporter de faire l'objet d'un forum, puisque ça relève de la liberté d'expression. C'est un traitement légitime, nous disaient les tribunaux, traitement légitime, et il est loisible au médecin, s'il n'est pas content, de répondre ou éventuellement d'attaquer. D'attaquer, c'est-à-dire aller voir le juge, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que peut-on faire si on n'a pas des solutions d'ordre technique pour faire descendre les avis? Que peut-on faire si on n'a pas envie de répondre constamment, si on n'a pas envie de s'excuser ou quoi que ce soit? Eh bien on va voir le juge. Or là, le problème est quand même assez important. On a finalement en réalité deux problèmes. Un problème de qualification, c'est-à-dire de quels avis parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit d'avis qui sont illicites ou au contraire d'avis qui relèvent du droit de libre critique? Et c'est toute la difficulté
des avis désagréables, des avis d'une mauvaise prise en charge, une avis de... Eh bien tout ça pour être finalement considéré comme étant des avis qui critiquent, mais qui ne sont pas illicites. En revanche, évidemment, des injures, on passe de l'autre côté. Mais très souvent, lorsque l'on est l'objet de commentaires, on a tendance à les prendre très rapidement de manière vive et à agir peut-être un peu précipitamment. Ça, c'est le premier point, c'est la qualification. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on a en face quelqu'un qui n'est pas identifié avec un pseudo, et qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui n'est pas identifié, et en plus, l'expérience qu'il donne ne nous dit rien. Il peut s'agir d'un avis parfaitement frauduleux, de quelqu'un même qui n'est jamais venu voir le médecin en question, tout simplement pour le faire chuter dans les classements et pour lui casser les pieds. Et là, on a toute une batterie de procédures possibles, c'est-à-dire aller demander que Google lève l'anonymat, ce qui est compliqué puisqu'il faut justifier d'un intérêt légitime, donc d'une procédure pénale qui suit. On peut demander à Google un retrait de contenu, mais il ne faut pas se tromper concernant la procédure. C'est une procédure accélérée au fond. C'est la relève de la loi de 2004. C'est une procédure quand même aussi assez fastidieuse. Ou alors, si on peut directement agir contre la personne qui donne son avis, si on l'a reconnu. C'est-à-dire soit agir en diffamation, en injure, mais Madame rappelait le délai de 3 mois, donc un délai extrêmement court, sinon on est prescrit. Soit la chose la plus confortable, mais la plus longue, c'est la plainte avec constitution de partie civile si on est dans un cas de diffamation et d'injure. C'est-à-dire on fait une plainte et on va saisir un juge d'instruction qui va ensuite demander à Google de lever l'anonymat pour poursuivre ensuite la personne en diffamation ou en injure. Et on voit bien les difficultés de l'exercice, c'est-à-dire qu'on est face à des avis qui vont générer tout de suite un premier dommage. Donc quelque chose qu'on voudrait voir supprimer rapidement face à une procédure, comme une plainte avec constitution de partie civile, qui va durer à l'instruction au moins 1 an et demi, et on est parti sur 3 ans. Donc on voit bien la décorrélation entre d'un côté l'irréputation qui doit générer une réponse assez rapide pour justement ne pas subir, et de l'autre la réponse judiciaire qui peut s'avérer lourde ou alors rapide mais compliquée, c'est-à-dire remplie de choses-trappes en rappelant donc les questions d'identification ou les questions de retrait de contenu. Et donc parmi les 700 cas que vous avez chaque année, combien vous en amenez au tribunal ? Est-ce qu'il y en a qui vous amenez au tribunal ? Pas tant que ça, parce que finalement des vrais cas d'injure et de diffamation, il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est rare qu'on se fasse traiter de sale con, incompétent. Voilà. Généralement, c'est je suis pas content, il m'a pas bien suivi, il m'a pas bien écouté, il est arrivé en retard. Voilà, il n'a pas voulu me prendre au téléphone après. Enfin voilà, c'est pas vraiment de l'injure ou de la diffamation. Et dans la majorité des cas, en fait, après nos sociétaires, ils choisissent, dans la moitié des cas, donc qu'on les aide à répondre aux avis, parce que cette fiche Google, même si elle est décriée, malgré tout, c'est quand même une visibilité sur les réseaux, et que quand on n'en a plus, on est moins visible. Alors ça touche pas toutes les professions, mais c'est vrai que certaines professions recrutent quand même beaucoup par les réseaux, par Internet. Quand on fait de l'esthétique, on recrute quand même essentiellement par ce biais-là. Voilà. Donc c'est vrai que perdre sa fiche Google, ça peut être fait pour les cas extrêmes. Voilà. Et puis donc on a les deux possibilités. L'aide à la réponse aux avis, éventuellement, qui peut être une réponse rapide. Alors après, est-ce que ça change ? En tout cas, ça change rien sur la note, ça c'est sûr. Voilà. Dire que c'est pas parce qu'on a répondu que la note elle va remonter. Mais pour autant, ça peut effectivement, ça permet de se défendre entre guillemets, et puis aux autres internautes, d'avoir peut-être un autre avis, un autre son de cloche de la part du praticien. Donc moitié entre aide aux réponses aux avis et puis suppression de la fiche. Moi, je suis très partagé sur ces avis. Forcément, je suis côté chirurgien, mais je suis d'accord sur le fait qu'on ne pourra pas aller à l'encontre. C'est dans l'air du temps, il y a des avis pour tout, il faut faire avec. Par contre, je nuance beaucoup plus la question de la légitimité, parce que qu'est-ce qu'on juge globalement je suis très partagé sur le fait, théoriquement, si on a plein d'avis sur un médecin, on est censé tendre vers une vérité. Hein. Si on a 1 ou 2 avis qui sont 1 étoile sur 5, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si on a plein d'avis avec 5 sur 5 et 2 avec 1 sur 5, ça se noie, on s'en fiche. Donc pourquoi pas dans ce sens-là ? Et en plus,
effectivement, il y a une liberté d'expression, il y a des bons médecins, des moins bons médecins, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est pas un service, la médecine. Et le problème, quand un patient, moi ça m'arrive régulièrement, des patients qui viennent nous voir et qui demandent un arrêt de travail, qu'on juge soit illégitime ou quoi que ce soit et qu'on dit non, le patient sort mécontent, mais on ne peut pas donner des arrêts de travail par complaisance. C'est le patient typique qui peut mettre un avis en disant j'ai pas été content, en plus il m'a repris en retard, etc. pour ce facteur-là. Est-ce que c'est légitime cet avis alors que pourtant on est dans les clous? J'en suis pas sûr, et c'est pour ça que c'est pas un service, la médecine, c'est un soin, et là je pense qu'on pourra pas aller à l'encontre de ça. Ça devient un service, mais c'est dommage parce qu'on risque de basculer à l'inverse, c'est-à-dire faire des arrêts de travail par complaisance parce qu'on a la crainte de la vie derrière. Et ça, si on tombe là-dedans, ça risque d'être très difficile pour tout le monde, pour la prise en charge, pour la sécurité sociale et pour la pertinence des soins. Mais le problème, c'est justement que ces avis ne sont pas assez noyés dans la masse, parce que souvent, c'est quand même les 4-5 personnes qui sont les plus virulentes et les moins contentes, justement, comme vous dites, qui vont venir mettre un avis qui peut être complètement mensonger, juste pour nuire, parce que voilà, vous lui avez mal parlé, parce que ce jour-là, vous étiez fatigué, quoi. Et c'est vrai que peut-être que la parade pourrait être de dire, pour le coup, il faut forcer chaque patient à mettre un, comme ça, on aurait des centaines d'avis, et là, on tendrait, comme vous dites, vers une vérité. Ouais, mais on tendrait aussi vers le fait d'être complaisant sur pas mal de choses et d'être dans la vente, dans la survente de la prise en charge. Et hélas, mais même dans la restauration ou autre, les avis qui sont publiés, c'est les mécontents. Il y a très peu de personnes, enfin il y en a quand même, fort heureusement, qui vont, ou au moins ils nous le disent à l'oral, qui sont très contents de la prise en charge, mais ils vont moins faire la démarche d'aller sur un site, mettre j'étais très content, il m'a pris à l'heure, il était très gentil, j'ai plus mal, c'est rare. Par contre, le patient qui claque la porte en disant alors lui, quand je vais arriver chez moi, j'aurai une connexion. Et donc c'est ça le problème de ces avis. Mais ça vaut pour la médecine, d'autant plus parce que je disais que c'est pas un service à mon sens, mais ça vaut aussi, c'est un débat qui peut avoir lieu aussi en restauration. La légitimité, le côté un peu multifactoriel des avis, c'est très délicat ces avis. Et donc du coup, vous assurez maintenant la réputation de vos médecins ? Oui, tout à fait. Donc nous, dans notre contrat de responsabilité civile professionnelle et protection juridique, on a ajouté une option depuis 2015 qui s'appelle la garantie d'assistance d'irréputation. Parce que justement, souvent juridiquement, judiciairement, il n'y avait pas vraiment de solution. Voilà. Et donc on leur propose, depuis ce moment-là, de les aider à répondre aux avis. Si jamais ils le veulent, je le répète parce que parfois on déforme un petit peu ce que je dis. Donc j'ai jamais dit qu'il fallait absolument répondre à tous les avis. Parfois c'est mieux de laisser couler, c'est une décision qui est éminemment personnelle, voilà. Mais si on le fait, il ne faut pas le faire n'importe comment, et c'est pour ça qu'on leur propose donc nous de les aider à répondre s'ils veulent répondre, ou alors la suppression. Voilà. C'est les deux possibilités qu'on a trouvé des solutions techniques. Alors évidemment, effectivement, nos prestataires, ils font aussi éventuellement, s'il y a besoin, de l'identification, pour pouvoir remonter des choses. Et je rajouterai un point aussi, tout à l'heure, juste avant, on avait une table ronde justement sur la qualité de vie et le burn-out des chirurgiens. Un facteur qui est très très important, c'est, en tout cas personnellement, je pense pour la majorité, c'est la reconnaissance des patients. Et on glisse vers ces fameux avis qui vont être de plus en plus faciles. Les réseaux sociaux, c'est très facile de publier un tweet, un Instagram, etc. Et je pense que ça va rajouter une pression qui est déjà omniprésente, une pression qui va être de plus en plus présente, et honnêtement je pense que ça va être une crainte à venir. Alors on peut rebondir aussi avec les réputations, etc., mais sur les burn-out que ça va engendrer, etc., parce qu'un avis défavorable d'un confrère, ça fait mal, 2 avis, ça fait mal, plein d'avis de patients, je pense que ça peut faire très mal, et donc il va falloir aussi s'en prémunir dans l'avenir. Oui, alors je disais tout à l'heure que les choses en jurisprudence n'étaient pas totalement figées. Preuve en est une dernière décision qui a été rendue. Alors, effectivement, Paris, jusqu'ici, considérait que la messe était dite. On ne pouvait pas changer ces fiches Google qui étaient attachées aux médecins. Chambéry, il y a 2 mois, vient de rendre une décision qui va totalement à l'encontre de la jurisprudence établie, en considérant que, en l'occurrence, c'était encore un médecin qui demandait la suppression de ces données et donc de ses avis. Et le tribunal a totalement fait droit à ces demandes, considérant qu'il pouvait faire valoir son droit d'opposition, donc sur le droit des données personnelles. Et le tribunal a aussi mis en balance, d'un côté, le droit à l'information des usagers, des patients, et de l'autre, le respect des droits d'autrui. Et a considéré, dans une analyse finalement très basique, que, en l'occurrence,
Google déjà offrait un service, mais avec derrière de la prospection commerciale, parce que c'était pour vendre quand même des AdWords derrière. Et ensuite, rien ne garantissait que les avis provenaient de gens qui étaient véritablement des patients, contrairement à Airbnb ou Blablacar, où il y a un échange, une contrepartie, où chacun note l'autre, et on sait exactement qu'on a un service qui a été prodigué. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de fiabilité dans ces avis-là, et à considérer que le médecin était parfaitement en droit d'attaquer Google, de demander la suppression des avis et de sa fiche, et pour information, il a obtenu 20 000 € de dommages-intérêts et autant d'articles de frais de procédure à l'encontre de Google. Donc les choses sont en évolution, la messe n'est pas totalement dite concernant ces avis Google et les fiches Google My Business. Bah oui, parce qu'en plus les médecins, c'est pas vraiment un business, parce que le Google My Business est indispensable pour toutes les entreprises, parce que c'est vrai que si on n'existe pas sur Google, qu'on n'a pas une existence digitale, on n'existe pas. Un médecin qui n'a pas une existence digitale, c'est être un peu moins grave, non? Ça tendra à changer. Moi, je suis plutôt dans l'ère justement numérique, donc je suis pas contre, mais le problème c'est de pas négliger les risques que ça peut engendrer, et là ça en fait partie complètement. J'ai peur qu'à l'avenir, plus on justifie notre activité professionnelle via une fiche Google ou professionnelle, mais ça se fait un peu vers LinkedIn un petit peu, hein, c'est à distance, hein, mais et plus on va tendre vers la satisfaction du patient à l'encontre de la prise en charge optimale initiale. Si on doit se vendre, alors je caricature avec les arrêts de travail, mais c'est pareil, une prothèse de hanche, entre une prothèse de hanche mal mise ou bien mise, si on sait que le patient, lui, ce qui l'importe, c'est la qualité de la suture, ben, le chirurgien, il va me poser une prothèse de hanche en 3 quarts d'heure, enfin plus rapidement, et puis il va faire une suture très très jolie. Le patient sera très content. Néanmoins, est-ce que la prothèse de hanche, elle, sera bien mise? Non. Donc si on va vers la vente et le commercial, alors que c'est censé être un soin, on tombe vers quelque chose qui va être, in fine, pas optimal, avec des prises en charge qui vont être vraiment bancales à l'avenir. Mais j'ai peur il va falloir qu'on s'en prémunisse, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de finalement de la société, hein, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Non, et puis dans les deux sens, parce que par exemple sur LinkedIn, on va avoir aussi l'effet, alors sur Twitter, on va avoir des gens qui critiquent, qui insultent et tout, et sur LinkedIn, on va avoir des messages d'une page entière pour expliquer mon médecin est un ange, il m'a sauvé, il est venu, il était tellement humain, tellement ceci. Enfin, on a aussi, est-ce qu'il peut être aussi de la publicité, ou parce que ça peut être écrit par un belle-sœur, quoi. Mais à l'heure actuelle, parce que Twitter, là, c'est très virulent à l'heure actuelle, mais à ses tout débuts, c'était quand même plutôt bienveillant. Moi, c'est un réseau que j'adorais. Maintenant, je le manie avec des pincettes quand même. Mais LinkedIn, on va s'y diriger aussi. Avant, c'était un réseau très professionnel. Et là, il y en a qui parlent d'une Facebookisation de LinkedIn. C'est vrai que c'est beaucoup de posts. Et puis, il n'y a plus que des professionnels dessus. Il y a aussi des patients, hein, de plus en plus, qui vont dessus parce que justement, ils savent qu'il y a des professionnels. Et donc, c'est un moyen de publicité indirecte. Donc, effrayant, je n'irai pas jusque-là, mais les réseaux sociaux, il faut les manier avec délicatesse de plus en plus. Ouais. Et si je vous demandais alors à chacun, à vous d'abord, quels seraient les 3 conseils concrets que vous donneriez à un médecin pour être nickel sur les réseaux sociaux? Alors, pour être nickel sur les réseaux sociaux, n'y allez pas qu'ils me disent. Presque, ouais, non, voilà, enfin, faire la part des choses. Et puis, en fait, c'est du bon sens. Voilà, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas une zone de non-droit. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que les obligations déontologiques, les obligations légales, elles sont les mêmes sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Voilà. Donc de rester professionnel tout le temps. Donc de rester professionnel tout le temps, et voilà. Et puis faire attention à ses réactions, voilà, pas réagir à chaud. C'est-à-dire que on le sait bien dans notre vie que parfois répondre à un SMS un peu vite, c'est pas la meilleure solution. Après on se dit j'aurais peut-être pas dû lui répondre comme ça. Voilà. Sur les réseaux sociaux, sur la fiche Google, sur Twitter, ce genre de choses-là, c'est la même chose. Faut peut-être pas faire trop vite. L'émotion est rarement bonne conseillère. Et vous alors? Alors moi mon conseil en réalité c'est plus une question pratique. C'est quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est médecin, c'est savoir qui parle. Est-ce que je parle, moi, en tant que médecin, pour exprimer mon opinion de médecin, ou est-ce que je parle en citoyen qui me préoccupe d'un problème sociétal, médical, paramédical, et dans lequel je veux intervenir parce que j'ai des gens qui me suivent et que je suis devenu une personnalité influente. Et c'est toute la difficulté de l'exercice que de savoir qui parle
et de ne pas oublier qu'en réalité, déontologiquement, enfin, on reste médecin. Même quand on s'exprime en tant que citoyen, puisque encore une fois, on engage, il y a derrière effectivement il y a un ordre, des obligations déontologiques, de prudence, de modération, qui implique, alors on peut évidemment intervenir dans le débat public, mais encore une fois être guidé par la modération. Voilà. Mais c'est toujours délicat. Moi, je me pose souvent la question en tant que... Donc, je gère les réseaux du CJO et j'ai ma page personnelle. Et il y a toujours la crainte, alors bien évidemment, je ne le ferai pas, mais admettons que je fasse une blague sexiste. Loin de moi l'idée. Mais une blague sexiste... Ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. On peut trébucher. Bon. Mais si j'en fais une avec mon compte personnel, j'ai toujours la crainte, là c'est pour l'exemple de la blague sexiste, mais ça peut être une remarque qui peut me paraître simple et pour quelqu'un être très désagréable. On peut toujours me dire... solliciter le CJO, même la softcode, en me disant vous voyez qui vous avez dans vos rangs, et ça c'est toujours la crainte que j'ai. C'est pour ça d'ailleurs que je publie de moins en moins sur Twitter et peut-être sur les autres réseaux à l'avenir. C'est qu'il y a toujours la crainte de cette passerelle entre les différents postes qu'on a. Mais pareil, on peut parler aussi du CHU d'où je viens à Nantes. Si je fais une bêtise ou j'ai une remarque sexiste sur Twitter, est-ce qu'on va pas notifier CHU de Nantes, hashtag CHU de Nantes, regardez qui vous avez. Au revoir le docteur Pêcheur. Oui, mais je pense que justement, c'est parce que comme le conseil est de dire justement, ne soyez pas sur les réseaux sociaux ou anonymement, et que donc du coup tous les réseaux sociaux où les gens sont en leur nom propre sont devenus très professionnels et très lisses et très, on va dire, on dépasse plus rien, on va plus donner un avis un peu tranché ou etc. Et du coup, il reste que les avis tranchés des gens qui du coup sont là anonymement. Et eux qui vendent leurs insultes et qui vont franchement quoi. Après là j'allais sur la blague sexiste et je pense que unanimement on dira que c'est pas bien. Mais je pourrais aussi avoir un avis tranché qui l'est et qui serait très clivant. Mais c'est ma liberté aussi et du coup je me sens parfois je me fais une autocensure parfois. Donc la liberté d'expression du coup où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on peut attaquer quelqu'un parce qu'on peut plus rien dire? Je pense qu'il y a des médecins d'ailleurs qui le décrivent sur Twitter, ils disent on ne peut plus rien dire en notre nom, ils sont chefs de service, enfin j'ai des exemples, des chefs de service qui se font monter les bretelles après, alors que ils avaient toute la légitimité, même si je ne partageais pas leur avis, toute la légitimité pour dire ce qu'ils avaient à dire. Parce qu'ils avaient parlé de l'hôpital pour dire je soutiens la grève des internes ou... Par exemple, on peut aller dans cette sens. C'était pas cet exemple-là, mais ça serait un très bon exemple, effectivement. Il a la liberté de dire qu'il soutient, et malgré tout, il peut avoir une pression au-dessus en disant vous n'avez pas le droit de publier ça. Oui. Délicat. Et donc c'est quoi le mot de la fin? On fait quoi pour les réseaux sociaux? On y reste ou on s'en va? Est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on s'en va? Je pense que c'est compliqué que tout le monde en parte. Voilà, ça a de l'intérêt parce qu'effectivement l'information médicale ça intéresse tout le monde, on le voit bien. Voilà. Et puis à la rigueur autant qu'elle soit faite par des gens compétents. Voilà, donc pourquoi pas? Mais la faire pas n'importe comment. Moi, je vais le faire tel un grand influenceur. J'ai envie de dire, restez-y et suivez le CJO sur tous nos réseaux. Non, le mot de la fin, ça serait, je rejoins un peu les mêmes termes, c'est-à-dire, c'est très bien. À mon avis, les réseaux sociaux sont une très bonne chose. Il faut savoir, par contre, que ça peut très vite partir en cacahuète, pour parler très familier, et qu'il faut y aller avec quand même un moyen de réflexion un peu, ne pas aller effectivement à la va-vite, pensant qu'on est anonyme ou pensant que ce tweet sera vu par 2 personnes. Il faut toujours penser au coup d'après s'il y a un problème. Donc non, c'est une très bonne chose les réseaux sociaux, mais parfois ça peut aussi être très défavorable. Voilà, non mais voilà, c'est ça, il faut les manier avec une minutie chirurgicale. Exactement. Et on s'arrêtera là.